Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. L'actualité au Gabon reste dominée ces derniers jours par le décès du second maître de la Marine nationale, Yohan Bunda. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce 25 décembre 2024, a été au domicile du défunt afin d'apporter son soutien à la famille durement éplorée. Le gouvernement de la République a donc réagi dans la soirée du 25 décembre par un communiqué lu par le porte-parole du ministère de la Défense. Dans ce communiqué, il est clairement fait mention de ce que le gouvernement va donc mettre tout en place afin que la lumière soit faite sur les circonstances réelles du décès du second maître Yohan Bunda, après qu'on ait découvert son corps inerte à la morgue de l'hôpital militaire le vendredi 20 décembre dernier. Dans cette émission, on va donc revenir sur cette énième situation qui défraie la chronique dans notre pays en rapport avec les forces de défense et de sécurité, après certains écarts constatés depuis le 30 août 2023 avec l'arrivée du CTRI à la tête du Gabon, certains cas qui avaient été signalés, des cas isolés certes, mais qui semblent se multiplier. L'armée serait-elle au-dessus de la loi? Quelle solution pouvoir mettre en relief afin de stopper ce cycle infernal dans lequel on semble être plongé désormais? Avec mes trois invités, on va donc essayer de nous projeter sur les mécanismes à mettre en place afin qu'on ait une armée opérationnelle et républicaine qui soit en phase avec les nouvelles dispositions contenues dans la Constitution promulguée récemment dans notre pays, notamment en ce qui concerne le renforcement de l'état de droit, des droits humains et des libertés fondamentales au Gabon. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le député de la transition, Marcel Libama. Monsieur Libama, bonsoir. Bonsoir. Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mais également Ghislain Guizé, qui est acteur politique, en même temps membre de la société civile gabonaise. Monsieur Guizé, bonsoir. Bonsoir. Merci donc à tous les trois d'être autour de la table pour que nous puissions faire un éclairage sur cette affaire qui défraie donc la chronique dans notre pays depuis quelques jours maintenant. Avant d'aller dans le vif du sujet en ce qui concerne un probable éclairage sur cette situation, je vous propose de revenir sur ce communiqué lu sur les antennes de Gabon Première, un communiqué du ministère de la Défense nationale. Du ministère de la Défense nationale, suite au décès du second maître Bunda Yohan, survenu le samedi 21 décembre 2024, après l'organisation exceptionnelle du Conseil de sécurité le mardi 24 décembre 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a ordonné les mesures suivantes avec effet immédiat. 1. La tenue d'une réunion de crise du haut commandement des forces armées gabonaises. 2. Le retrait de l'enquête de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire pour l'orienter vers la Direction générale des recherches et la Direction générale des services spéciaux. 3. L'audition par la Direction générale des recherches des deux officiers généraux cités dans la dite affaire selon les procédures en vigueur. 4. La traduction devant les juridictions militaires et civiles compétentes des 8 auteurs présumés ci-après actuellement en détention préventive. Il s'agit de lieutenant Nzong Minsa Steve, lieutenant Lumbangoy Smith, adjudant-chef-major Retenou Ndiaye Auguste, sergent-chef-major Mingwanga Mbumba Martelly, sergent-chef Ayangala Lambira Roli Octave, sergent-chef Onewe Evevi,
sergent-chef Misono Mebiam Arlin Joël, sergent Djoukou Delve Stevie. Ces personnels cités sont les premiers suspects. L'enquête déterminera tous les autres cas de complicité active ou même passive afin de mieux connaître les auteurs. Par ailleurs, le chef de l'État, soucieux du respect de la dignité due aux morts, constate pour le déplorer la publication des images et autres vidéos indécentes de la dépouille de feu le second maître Bunda Johan. Aussi, en appelle-t-il à la responsabilité de la force publique pour ester en justice toute personne physique ou morale qui véhiculerait désormais de tels drames. Le président de la transition, qui tient au respect scrupuleux des droits humains, de la dignité humaine, marque sa profonde indignation contre toute forme de torture employée pour la manifestation de la vérité. C'est pourquoi il instruit fermement le ministre de la Défense nationale de veiller personnellement à l'aboutissement de cette enquête afin que des sanctions appropriées soient infligées aux coupables et qu'elles servent d'exemple pour tout militaire qui tenterait de poser des actes similaires. Enfin, le président de la République, très touché par la perte tragique de ce personnel des forces de défense, présente ses vives condoléances à la famille si durement éprouvée en l'assurant de tout son soutien dans cette douloureuse épreuve. De même, le chef d'État appelle la population à faire preuve de retenue et de discernement afin de permettre à l'enquête de se dérouler dans des conditions sereines et impartiales. Fait à Libreville le 25 décembre 2024, signé le ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée, Brigitte Onkanoa. Je vous remercie. Voilà le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale suite donc à cette affaire. Marcel Libama, on retient évidemment que le décès, les circonstances du décès du second maître Johan Bunda n'ont pas encore été clairement clarifiées, évidemment, puisque l'enquête seulement vient d'être ouverte et qu'on attend les résultats de cette enquête. Mais ce que l'on sait, selon ce qu'on a pu lire dans la presse, cet élément de la marine nationale, accompagné d'autres de ses collègues, avait été de faction au domicile du chef d'état-major de l'armée nationale, Jean-Martin Ossimandon. Il y aurait eu, semble-t-il, vol de bijoux et même d'une somme d'argent. Après, ces éléments ont donc été pris et envoyé à la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, communément appelée le B2, et que ce serait donc dans les locaux du B2 que l'irréparable se serait produit, que le jeune second maître Johan Bunda aurait subi des sévices après des actes de... On ne sait pas si on peut les qualifier de torture, mais au regard des images que l'on a vues diffusées de façon virale sur les réseaux sociaux, on a quand même fait le constat que son corps a été marqué. La première question que j'ai envie de vous poser, avant évidemment que les responsabilités n'aient été établies, c'est comment expliquer que des individus qui bénéficient de la présomption d'innocence soient traités de la sorte? Déjà, il faut déjà présenter nos condoléances à la famille du compatriote. Comme l'on dit chez nous, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Et cette situation ne m'étonne pas. Je suis heureux de la présence sur ce plateau des acteurs qui ont subi eux-mêmes la torture de nos services
de sécurité, hein, que ce soit M. Pascal Koulou, Eric Ella et moi-même, nous sommes des victimes de ces méthodes-là. Donc nous ne sommes pas étonnés de ce qui arrive là. Bon, ce communiqué me paraît un peu l'arbre qui cache la forêt. Et ce n'est même pas le ministre de la Défense qui devait s'exprimer, mais la présidence de la République. Alors, lorsque vous voyez une pancarte de la DGR, par exemple, vous voyez, présidence de la République, ensuite la DGR, tous les services de renseignement, tous ces endroits de torture sont sous la supervision de la présidence de la République. Il est bon, parce qu'ils échappent au commandant. Si c'est la DGR échappe au commandant-chef de la gendarmerie. La documentation échappe au commandant-chef de la gendarmerie. Le B2, les responsables de B2 échappent au chef d'état-major de l'armée. C'est ça la réalité. Ce sont les services rattachés à la présidence. Lorsqu'on vous arrête à la DGR ou à la documentation ou au B2, ils sont en contact, en liaison avec la présidence de la République. C'est la présidence de la République, les éléments, ceux qui sont à la présidence de la République, qui donnent des ordres pour torturer. Et je vais vous donner des preuves. Dans ces unités, vous allez voir que la présence d'objets de torture, il y a les matraques, il y a le pont. Je me souviens même que le pont laissait les gens au pont et il allait se balader, sachant que vous pouvez mourir, vous allez vous étouffer jusqu'à ce que vous crachez le morceau. Il arrive même dans ces unités, lorsque vous avez quelque chose, on fait venir votre femme, ou votre frère, ou votre soeur, pour mettre la pression sur vous. Toutes ces méthodes sont bien connues chez nous, mais rien n'est fait. Donc là, comme je disais tantôt, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je pose la question. S'il y a vraiment des services, des inspections, dans nos services de renseignement, pourquoi il ne faut pas les inspections dans ces services-là? Pourquoi le procureur de la République, qui est le patron des OPJ, n'arrive pas à visiter les lieux de détention? Je vais chuter rapidement pour vous dire que lorsque le président de la République, Oligui, arrive au pouvoir, l'un des textes sur lesquels nous planchons à l'Assemblée nationale, c'est le texte qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme, avec les questions de torture. Parce que tout le président de la République a voulu montrer que malgré qu'il y ait le coup d'État, les droits de l'homme sont au centre de son projet. Mais nous avons du mal à comprendre que voilà quelqu'un qui arrive au pouvoir, il met les droits de l'homme au centre de son projet et les services qui sont sous la tutelle de la présidence sont les premiers à fouler au pied cet esprit. Ça, j'insiste encore une fois pour dire que la DGR est sous le contrôle et sous l'autorité de la présidence de la République. La documentation est sous l'autorité de la présidence de la République. Le B2 est sous l'autorité de la présidence de la République. Donc, l'institution elle-même, la présidence de la République, par cette affaire, se trouve fragilisé. Le président de la République, on l'a dit, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a été au domicile justement du second maître Yohan Obunda pour manifester sa compassion. Ensuite, on a eu cette réaction du ministère de la Défense qui est évidemment placé sous la coupe de la présidence, le président de la transition qui reste le chef suprême des forces armées au Gabon. Et dans le communiqué qu'on vient d'écouter, Pascal Koulou, on a bien entendu que l'enquête a été, où la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire a finalement été dessaisie justement de cette affaire pour la passer à la DGR et aux services spéciaux de la présidence de la République. Est-ce que là, clairement, ce n'est pas une reconnaissance des méthodes décriées depuis plusieurs années maintenant par les Gabonais, des méthodes employées par l'OB2 quand on dessaisit le B2 justement de l'enquête par rapport à cette affaire? Je voudrais relever ce que M. Marcel Ibama dit. C'est vrai que quand on est sous tutelle, la tutelle suppose la hiérarchie au sommet. Mais la tutelle ne définit pas les méthodes et les pratiques. La tutelle encadre et organise lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci et que la situation
investis concerneraient directement l'autorité au sommet, c'est-à-dire le président de la République, ou auraient un rapport avec la sécurité intérieure du pays. Voilà pourquoi ces administrations, qui sont à la fois des administrations de renseignement, mais également des administrations d'enquête publique, sont placées sous l'autorité du président de la République. Mais il n'est pas l'ordonnateur de toute investigation, de toute enquête. Donc c'est bien que les gens comprennent que ce n'est pas sous la responsabilité directe de la présidence de la République que certaines enquêtes sont menées. Et l'enquête qui a été diligentée en ce qui concerne ce supposé vol de bijoux et d'argent au domicile du chef d'état-major de l'armée nationale, Jean Martin Simondon, n'a pas été diligentée par la présidence de la République. Par la présidence de la République, voilà. Et ensuite, comme il s'agit justement d'un crime qui relève du civil, même si c'est un militaire qui l'aurait commis, il aurait été intéressant que ce soit le procureur de la République qui ordonne que les officiers en charge de l'enquête lui rendent compte directement. Mais on voit bien qu'il s'est agi d'initiatives en interne au niveau du B2 en fonction de la proximité des uns avec les autres pour mettre aux arrêts un de leurs collègues. Encore, je pense qu'il y a des protocoles qu'il faut respecter lorsqu'il s'agit d'un civil ou d'un militaire. Apparemment, rien de cela n'a été fait. Et c'est peut-être ce qui justifie aujourd'hui que, après le Conseil de sécurité qu'il y a eu, donc auquel le chef de l'État prend part, que des mesures pour qu'il y ait un peu plus de transparence, un peu plus de visibilité dans ce qui a été fait, il a été décidé de dessaisir le fameux B2 de l'enquête au fin de confier cette instruction à d'autres services de sécurité. Oui, s'il vous plaît, M. Libama. Donc c'est d'abord un fait pour mettre chacun devant ses responsabilités. Et ensuite, M. Libama lui-même l'a dit, le président de la République a inscrit sa volonté de faire en sorte que les droits de l'homme, les droits humains particulièrement, soient de plus en plus respectés dans notre pays. Et j'en peux noter que c'est la première fois qu'on a vu, au cours des nombreuses arrestations qu'il y a eu en 2023, il y a eu la présence des médias pour que les uns et les autres s'assurent bien de ce qui avait été fait ou de ce qu'auraient subi ceux qui avaient été interpellés. Donc, à ce niveau, le fait de dessaisir le B2 de l'enquête vise à rendre transparent et à faire en sorte que ceux qui ont à la fois ordonné l'arrestation sur les bases qui est la leur, ceux qui se sont engagés à opérer des tortures sur un de leurs collègues, parce que c'est quand même un militaire, répondent de leurs actes de manière à ce que, une fois les enquêtes menées dans le cadre des ordres militaires, naturellement, cette affaire va être traduite aux civils, comme cela a été évoqué tout à l'heure par le commandant, le colonel qui disait le communiqué fait par la cellule de sécurité du ministère de la Défense. Alors, puisqu'on est dans le premier tour de table, pour respecter le principe un peu de parallélisme, je vais vous passer la parole, Ghislain Guizeux. Comment vous réagissez, vous, déjà, par rapport à cette affaire, à cet énième acte posé par des militaires? Écoutez, je pense que je vais plancher sur deux points qui concernent prioritairement la population gabonaise. J'aimerais d'abord faire remarquer que depuis le 30 août 2023, le Gabon n'avait jamais autant enregistré des déboires, des dérives orchestrées par les forces de l'ordre et de sécurité. Vous tenez votre agenda de quoi? Monsieur Nkoulou, je suis Gabonais, je vis au Gabon. Je n'ai pas besoin de votre appréciation ou de vos appréhensions pour observer. Je suis un observateur de la vie publique et politique de notre pays. Vous comprenez? Je vais vous prendre un exemple, monsieur Nkoulou. Combien de fois avez-vous assisté aux affrontements physiques entre les corps habillés dans notre pays? Ça devient légion. Nous observons des forces de l'ordre appartenant à un corps X aller affronter d'autres forces de l'ordre jusqu'à casser des bâtiments, comme nous l'avons observé au commissariat de Nzarayon, sans enquête précise. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Quand même, un malheur n'a jamais été quelque chose de bien. Mais il a fallu que cela arrive aujourd'hui dans l'environnement des corps habillés pour que certains puissent comprendre que ce que les populations gabonaises crient depuis la nuit des temps est avéré. Quel est le rapport que les forces de l'ordre ont aujourd'hui avec la population gabonaise? Je m'en vais vous faire remarquer que quand on se retrouve face à un corps habillé, la première réaction doit être une réaction de sécurité. On doit être en paix quand on est face à ces derniers.
Mais aujourd'hui, ce qui cristallise le rapport entre la population, entre les civils et les corps habillés, c'est le stress de façon permanente, c'est la peur, c'est par rapport à l'attitude que ces derniers affichent à notre endroit. Aujourd'hui, il est vrai, nous allons plancher sur le regretté Yohan Bunda. Yohan Bunda, mais nous avons connu des assassinats pendant le couvre-feu. Des civils qui ont été tués. Les enquêtes sont à quel niveau aujourd'hui par rapport à ces derniers? Mais nous savons quand même que nous avons à la tête de l'État un ancien directeur général des services spéciaux du renseignement. Donc, le président de la République, Brice Clotaire Oligingama, ne va pas nous dire qu'il n'est pas au fait de ce que nous fustigeons aujourd'hui. Il ne nous dira pas qu'il n'a pas connaissance de ce que nous sommes en train de dénoncer en ce moment. Mais quand même, il y a quelques jours, le président de la République a promulgué la nouvelle constitution. Et l'un des articles de cette nouvelle constitution met en avant la protection du citoyen. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous avez été arrêté, vous bénéficiez d'une certaine protection de telle sorte à ne pas recevoir de l'humiliation, des tortures et bien d'autres désagréments. Comment se fait-il que, après quelques jours de la promulgation de cette nouvelle constitution, les premiers déboires sont orchestrés par ceux-là qui sont censés protéger la population gabonaise? Il y a de quoi se poser un certain nombre de questions. Et je m'en vais chuter. Si cela arrive aujourd'hui dans le milieu militaire, dans le milieu des forces de sécurité, pensez-vous que ce sont des civils qui pourront se sentir en sécurité? J'en doute. Marcel Ibama, alors Ghislain Guizet venait tout à l'heure de faire référence à un certain nombre d'écarts de comportement menés par les éléments de force de défense et de sécurité, notamment depuis la réinstauration du couvre-feu. On a vu plusieurs Gabonais qui avaient été arrêtés, molestés, sauvagement, j'ai envie de dire, par des militaires à Port-Gentil et même à Libreville. Les images ont été virales sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, il y a eu d'autres vidéos virales également sur les réseaux sociaux après qu'on ait toujours en rapport avec le couvre-feu arrêté plus d'une centaine de jeunes Gabonais à qui on a rasé le crâne, qui ont subi ces humiliations-là. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle donc de la mort d'un militaire de la Marine nationale, apparemment retrouvé mort, on a dit, à la morgue de l'hôpital militaire de PK9, qui aurait trouvé peut-être la mort dans les services du B2. Est-ce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Exactement. Il y a eu toujours des morts. Là, c'est parce que c'est un militaire. C'est parce que c'est quelqu'un qui est connu. Je vous signale les étrangers. Il m'est arrivé d'arriver dans des geôles et il y a quelqu'un qui est là alors que vous devez passer 48 heures dans ces endroits. Vous passez un mois. C'est des lieux de non-droit. Suivez bien le communiqué tout à l'heure. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu des arrestations, mais nous n'avons aucune image. Alors que, paradoxalement, pour le vol de poules, pour le vol des ignames dans les quartiers, la télévision vient filmer, vient voir. Pour un homme politique qui est arrêté, nous avons vu les images de la Young Team humilié, on a vu ces images-là. Et là, il y a mort, on ne voit rien. Et si un enfant, dans une école, rentre avec un petit couteau, a pris quelque chose de téléphone, on vient montrer, la télévision montre. Mais là, nous n'avons aucune image. Ça peut dire quoi? Par derrière, ça peut vouloir dire que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste pour désamorcer. Parce qu'ils déplorent les images. Mais on dit parfois chez nous en communication qu'il faut parfois choquer pour provoquer le changement. S'il n'y a pas eu ces images-là, il n'aurait pas un émoi. C'est cet émoi-là qui a fait faire à nos autorités c'est ce type de communiqué. Donc, pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème est bien connu chez nous. Que dans ces endroits-là, tous les jours, il y a de la torture. Figurez-vous que récemment, lors des marches, on utilisait une même lame de rasoir pour raser toutes les têtes des Gabonais. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Et les images ont été filmées par les militaires eux-mêmes. Ils n'ont même plus peur parce qu'ils se disent dans leur tête qu'ils ont le pouvoir. La présidence, c'est eux. Et donc, ils sont permis de tout faire. Ils ne risquent rien. Parce que c'est cette image, c'est cette psychologie
qu'aujourd'hui, nos militaires, ils peuvent casser, ils peuvent rentrer dans un bar, boire comme ils veulent, ils peuvent violer, ils peuvent tuer, ils peuvent tabasser, ils peuvent tout faire. Vous allez les faire quoi? Nous sommes dans une période de transition, donc une période de non-droit. Pascal Nkoulou, justement, est-ce que le tableau sombre que Marcel Libama est en train de peindre est un tableau qui représente aujourd'hui une véritable tache d'huile dans cette période d'exception, dans cette transition? On sait les efforts qui sont fournis par le CTRI pour mettre le Gabon en ordre de marche, restaurer la dignité des Gabonais, restaurer évidemment le Gabon tout court. Mais est-ce que ces actes, soient-ils isolés, mais des actes qui se répètent, ne vont-ils pas finir par entacher justement les efforts qui sont fournis par Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023? Comment faire en sorte que l'armée gabonaise, que les forces de défense et de sécurité qui ont une mission noble, une mission régalienne en termes de protection du territoire national, de sécuriser les populations, arrêtent justement ou sortent de cette spirale infernale? Oui, disons que c'est à quelque chose, on va dire malheur et bon, c'est le miroir de notre société. Il faut le regarder comme tel et il faut aujourd'hui effectivement chercher à trouver des solutions. Vous savez, les rapports difficiles entre les différents corps de nos armées ne démarrent pas à partir de 2023. Ça a toujours été comme ça. On a assisté à des risques, on a assisté à ce que la base, c'est le socle de notre armée qui est mauvais. Ce socle est faire en sorte que des personnalités au rang de responsables premiers se sont pratiquement appropriés certaines institutions, certains corps militaires. Et du coup, que ce soit quand il y avait le football, tout le monde connaît les risques qu'il y avait entre le club Mangongo et d'autres clubs militaires, le F-105, ça nourrit un esprit de distinction qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quel que soit le corps auquel vous appartenez, les gens ne s'identifient pas comme étant des responsables publics, mais comme étant des membres d'un corps. Mais justement, oui, mais quand on prend l'exemple aujourd'hui du décès du second maître Yohan Bunda, on a rappelé les circonstances dans lesquelles il a été arrêté. Est-ce que lorsqu'il est transféré au B2, est-ce que les militaires qui sont au B2, qui l'interrogent ou qui lui font subir ses sévices, agissent de leur propre chef? Est-ce qu'ils agissent sous les ordres de la hiérarchie? Comment ça se passe? J'ai envie de savoir par rapport aux méthodes qui sont utilisées justement par les éléments de force et de défense et de sécurité dans chacun de corps, dans ce type de cas-là. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que lorsqu'on est engagé à une investigation, j'en parle avec aisance parce que j'ai moi-même été victime des dérapages. Les dérapages ou les méthodes appliquées ne sont pas souvent sous le fait des consignes données par la hiérarchie. C'est l'absence de formation dans un premier temps et le besoin de prouver une fausse efficacité qui conduit à des pratiques qui sont décriées. Vous savez, M. Libama disait qu'on vous met au pont, mais au bout d'un moment, vous perdez même la conscience de ce que vous aviez comme idée de départ. Moi, j'ai écouté des gens, quand on avait été arrêté en 2003, dire « on est en train dans la maison ». Parce que le monsieur avait été tellement torturé, il avait des bras qui avaient gonflé, l'épée qui avait gonflé, et avec le reflux du sang, il ne pouvait même pas se tenir debout. Donc, il délirait jusqu'à ce qu'un de leurs collègues dit non, cette fois-ci, les gars, il vaut mieux arrêter parce que ce monsieur délire. C'est-à-dire que ce qui est bien, évidemment, je l'ai dit, et je le répète, tous les trois autour de la table ce soir, chacun d'entre vous a été victime de ce genre de sévices. Vous avez tous les trois fait de la prison. Chacun va essayer de nous raconter en quelques minutes ce qu'il a pu subir. Jusqu'à Ghislain disait, vous, c'était en 2016. Moi, c'était en 2016. Vous avez subi le rapt qu'il y avait eu au niveau du siège du candidat Jean Ping. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ce que vous avez subi, vous, dans votre chair? Oui, vous savez, c'est à partir de cet instant, de façon véritable, que j'ai coupé le cordon citoyen qui me liait aux forces de défense et de sécurité. Parce que j'avais compris que par derrière, leur mission n'était pas la protection des citoyens, mais la protection des intérêts de certains. Alors, en 2016, je suis porte-parole, coordonnateur de la jeunesse dans la coalition Jean Ping. Alors, les élections se passent de façon normale. L'armée arrive bombarder le QG de Jean Ping. C'est la nuit la plus longue de mon histoire. Nous avons vu des gens mourir par devant. Quand on a bombardé le QG de Jean Ping, vous étiez où? J'étais à l'intérieur. J'ai secouru certaines personnes. Je parle de ce que j'ai vécu
Et on vous a pris, on vous a amené où? On nous prend aux environs de 6 heures du matin, on nous fait descendre parce qu'on était éparpillés dans des étages. Alors on nous met dans la grande cour du QG de Jamping. Et là, ils commencent à former des groupes pour nous mettre dans des camions. Envoyés à différents endroits. Moi, je me retrouve à Gros Bouquet, dans une foule. Vous avez passé combien de jours à Gobo? 9 jours. Vous étiez où? Dans une cellule où Au départ, quand on arrive, on nous met dans la grande cour. Nous sommes assis, nous sommes plus de 500 personnes dans la grande cour. Et là, ils ont une liste. Et pendant l'appel, j'écoute Ghislain Guise. Qui est Ghislain Guise? Je veux d'abord me cacher. Les autres commencent à pleurer. J'ai dit non, je vais assumer. Et là, je me lève. L'un des agents, un gendarme, arrive, il dit « Ah, c'est vous, vous allez bien faire le malin. » Je n'ai rien à dire. Il me prend, il me met d'abord dans une cellule publique. Nous sommes une vingtaine, une trentaine. On commence à raconter « Tu es là pourquoi, je suis là pour ci. » Bref. 4-5 heures après, 2 agents arrivent, ils ouvrent la porte de la cellule. Ils me disent, monsieur, venez. Ils me prennent, ils vont me mettre dans une toute petite cellule, toute petite. Le sol est mouillé, et je suppose que dans cette cellule, ce sol est certainement mouillé par les urines. Et on se retrouve à 2. Mais on ne peut pas se reconnaître parce qu'il fait sombre dans cette cellule. Le monsieur que je retrouve dans cette cellule, il est en cravate, il porte une chemise, le monsieur en cravate. Il a un téléphone qui est déjà au rouge, la batterie est déjà en train de finir. J'ai dit, mais mon frère, tu fais quoi ici? Il dit, j'habite l'ancienne Sobraga, je revenais du travail. Donc j'ai même du pain dans la voiture, ma voiture est garée au portail. Il dit, je gare rapidement parce que ça chauffe dehors. Je m'en vais ouvrir le portail, il dit, les agents arrivent, ils me prennent là. J'ai laissé ma voiture devant le portail. J'ai dit, mais c'est pour ça que vous vous retrouvez ici? Il dit, oui, c'est pour ça que je me retrouve. Mais est-ce que vous avez été torturé? Suivez-moi, monsieur Pambo. Oui. Je reste avec le monsieur pendant plusieurs heures. Il est extrait, il est sorti de la cellule aux environs de minuit. Le monsieur s'en va. Je n'ai plus la notion du temps. Je me dis que j'ai certainement passé 10 à 15 heures en paix. Qu'est-ce qui me fait reconnaître que je suis en train de passer une deuxième nuit? La porte de cette petite cellule s'ouvre. Je vous parle de Gros Bouquet. La porte de la petite cellule s'ouvre. Les deux gars me prennent, ils me sortent de la cellule. On traverse la cour, je reconnais la grande cour. Tout est calme. Il doit être 1h ou 2h du matin. Ils m'amènent dans la salle en face. Je reconnais que ce sont des bureaux. C'est un pool. Donc, ils mettent des ordinateurs de côté et rassemblent les tables. Et là, ils vous posent sur cette table. Ils commencent par vous dire, monsieur Nguise, où sont les armes? On vous a posé la question il y a 2 jours. J'ai dit, mais on n'a pas d'armes. Les armes sortent d'où? Ils me disent, bon, écoutez, vous allez nous dire où sont les armes. Enlevez votre pantalon. Et parmi les gens qui vous demandent d'enlever votre pantalon, il y a des femmes. Ils vous mettent à plat ventre. Et là, je suis à plat ventre sur cette table. Il y a 2 bonhommes qui vous tiennent le pied gauche, 2 autres vous tiennent le pied droit, 2 vous tiennent la main gauche, 2 autres vous tiennent la main droite. Il y a un individu qui vous tape dessus avec une baguette. Est-ce qu'elle est métallique? Est-ce qu'elle est en bois? Parce qu'elle est plate. Il commence par le dos. J'ai subi cela pendant plus d'1 semaine. Tous les soirs, à la même heure, ces gars-là venaient me sortir de la cellule. Tous les soirs. À un moment, je n'avais plus mal. Je n'avais qu'un seul souhait, c'est quitter ce monde, parce qu'il n'y avait pas de raison que je subisse ça. C'est une parenthèse. Vous voyez un peu à quel genre d'armée nous avons affaire? Pour quelqu'un qui n'était qu'un porte-parole d'un candidat à la présidentielle, vous le torturez de la sorte. Ça veut dire que... Imaginez ce qui se passe avec des personnes qui n'ont aucune notoriété, qui n'ont aucun nom. Ça veut dire que ces blessures auraient pu vous emporter si jamais elles avaient été plus graves. Bien entendu. Vous auriez pu subir le même sort que le second maître. Bien entendu, M. Pambo. Marcel Libama, vous aviez été emprisonné aussi plusieurs fois à Tchibanga, à Mouila, dans le cadre de vos activités syndicales, mais vous n'avez pas été torturé. Ah non, j'étais toujours torturé, M. Sinela. Les consignes reviennent toujours de la présidence.
quand vous êtes un homme politique, un acteur politique, c'est la présidence qui demande de vous enfermer pour des mobiles parfois fallacieux. Donc ils ont des méthodes. Vous vous déshabillez d'abord. Vous ne pouvez pas aller dans ce cachot habillé. Vous allez en slip, déjà. Et on vous donne, si vous avez de la chance, une bouteille d'eau, anja. On vous donne un sachet avec une galette. Lorsque vous allez finir de boire, vous allez uriner dans cette bouteille. Elle va vous servir aussi de pissoir. Ce sachet-là va vous servir de toilette. Et vous ne pouvez pas vous coucher parce qu'il y a des pipis partout. Ça sent mauvais. Vous êtes obligé de rester en slip comme ça. Et moi, la fatigue va arriver et vous allez vous écrouler dans les pipis. Je vous donne un épisode, par exemple. On est à Tchibanga. Ils envoient une unité spéciale. Elle a pour mission de bastonner les prisonniers. Donc, ils rentrent à la prison. À 3h ou à 4h, vous n'avez pas de montre. On bastonne tout le monde. Je vous assure, de 3h du matin jusqu'à 5h, 6h, on ne fait que bastonner. Ça pleure de partout dans l'obscurité. Avec des ceinturons, ils piétinent. Et à 6h du matin, on vous aligne dans la cour de récréation. Vous avez tous le visage au sol comme ça. Vous restez comme ça. Et ils passent. Ils sont en train de frapper. Je signale à votre collègue Biviga. On a cassé son pied. Cette journée-là, j'entends, vous voyez des papas, des pères de famille pleurer, nus. Parfois, quand vous voyez quelqu'un qui est baraqué, il y avait un gars qu'on appelait la machine en prison, quelqu'un de très fort, quand vous voyez il est en train de pleurer et que c'est en train de venir vers vous, mais vous voyez la mort. Donc cette torture-là existe. Vous voyez en prison quelqu'un qui arrive à l'infirmerie, bastonné, fatigué, meurt. Je connais Lionel à Mouila, à la prison de Mouila. Il est mort devant moi, ce garçon. Mais comme c'est un anonyme, on s'en fout. Il n'y a pas de rapport. Donc, c'est un secret de polichinelle. Je vous assure que ce communiqué-là, c'est la résultante des images chocs que nous avons eues. Oui. C'est parce que Yohan aussi était un militaire. Moi, je connais le général Osima. J'ai travaillé sous son commandement. Parce que j'ai enseigné à l'école de la base aérienne 02 de Mvengue. C'est un bon commandant. C'est quelqu'un de bien. Là, vous êtes en train de le disculper ou quoi? Non, j'ai dit c'est quelqu'un de bien. Humainement, je ne le vois pas demander de tuer quelqu'un. Non, mais ça, c'est vous qui dites. Donc, non, moi je dis, il y a des gens... Non, quand je vous dis, monsieur, quand je vous dis que certains agents... Non, mais il n'y a aucune conclusion qui a été faite. L'enquête vient à peine d'être ouverte. Je suis en train de dire, il y a des éléments. Il y a des éléments au sein de ces corps-là. On n'en sait rien pour le moment. C'est vous qui dites qu'il est mort. Ça, c'est vous qui dites. On n'en sait rien du tout. Yohan est mort. Oui, mais voilà, il est mort. Donc ne dites pas qu'il est bon. Il est bon pour vous. Ça, c'est vous qui dites qu'il est bon. Non, j'ai dit... Mais Yohan a été pris chez lui, oui ou non? Oui, il a été pris chez lui. Donc laissez l'enquête se faire. Donc ne dites pas il est bon, il n'est pas. On n'a aucune idée sur je suis d'accord, mais la responsabilité des uns et des autres. Il y a aussi la moralité des hommes. Donc je voudrais conclure pour dire que c'est un monsieur, j'ai travaillé sous son commandement, il n'y a pas de... C'est pas dans ses habitudes, mais ça peut dire que quelque part, il peut y avoir, nous sommes dans des suppositions, mais je sais souvent que dans ce type de service, il y a des agents dans ces services-là qui sont au-dessus de leur patron et qui ne reçoivent pas les instructions de leur hiérarchie. J'ai vécu en direct, lorsque nous étions à la DGR, au sujet de la plainte que nous avons portée sur Nouroudine Bongo. Les enquêteurs étaient en train de nous interroger, mais les questions venaient de la présidence de la République. Le jour où je vais en prison, où je suis à la police, mais le procureur est accompagné par un agent des services spéciaux de la présidence de la République. C'est pourquoi je me suis battu à l'Assemblée lorsqu'il y a eu la Constitution. Les gens ne comprennent pas pourquoi je me battais farouchement, parce que je suis victime de cela. C'est pourquoi je voudrais toujours la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Suivez un peu ce qu'a dit les magistrats. Je voulais citer par là le président du syndicat de la magistrature. Dans ses propos, qu'est-ce qu'il dit? Que la magistrature est instrumentalisée par l'exécutif. Donc, le général qui est là, c'est un membre du CETRI, donc de la présidence de la République. Par conséquent, ils peuvent se permettre un certain nombre de choses. Je ne vois pas un agent de la marine ou un agent de, je ne sais pas, de la sécurité pénitentiaire ou autre se comporter comme ça. Mais il se disait qu'ils sont chez le général. Et ce général-là est membre du CETRI. Donc, il a les leviers du pouvoir, ils peuvent tout faire. Ils peuvent donner une injonction même de tuer quelqu'un, ils vont s'exécuter. Non. Pascal Nkoulou, on sait évidemment que la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire a des prérogatives, a des missions bien précises. La démarche qui a été entreprise par
le chef d'état-major des forces armées nationales, le général Jean-Martin Ossimandon, est une démarche, somme toute, que les Gabonais ont souvent, dont les Gabonais ont souvent recours. Donc, lorsqu'on appréhende un individu, une personne qui est emmenée au B2, on ne donne pas des instructions au B2 de torturer la personne. Non, tout à fait. C'est pour la manifestation de la vérité suite au délit qui a été simplement posé. Après, le dérapage a eu lieu dans les locaux du B2. Tout à fait. Moi, je note à propos ce que M. Libama et M. Guizon dit, mais il aurait été bien de souligner quand même que c'était sous l'ancien régime déchu. C'est important parce que les rapports politiques en termes d'actes et d'emprisonnement n'ont rien à voir avec des faits civils, de cambriolage et de vol et tout ça. Si la présidence de l'époque, sous le régime d'Omar Bongo, parce que nous, en tant que Bongo doit partir en 2003, c'était sous ce label-là qu'on nous avait arrêté, et vous par la suite et les autres en 2016, sur Ali Bongo Nimba, c'était des faits politiques. Seulement on peut comprendre effectivement qu'il y avait une volonté d'aller au fond d'un certain nombre de situations pour décourager l'adversaire politique. Or, là de ce dont nous parlons, c'est un cas, on va dire, de crime ordinaire, si je peux m'exprimer comme ça, pour dire c'est de l'ordre du civil. Alors, lorsqu'on arrête quelqu'un, et surtout qu'il y a une possibilité de parvenir à faire la lumière sur ce qui lui est reproché, l'emploi de la torture est fortement recommandé. Et moi, je suis d'autant plus heureux de noter que tout un service a été démis d'une enquête. Ça suppose qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté de faire en sorte que la transparence dont M. Libama fait état, la manifestation de la vérité se fasse également. C'est important. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, on fait trop dans l'amalgame. On prend les faits qui sont des faits d'ordre civil, un peu comme on l'a vu dans l'autre circonstance, la situation de M. Opianga, et on veut le mêler sur les actes politiques. Ça n'a absolument rien à voir. Il s'agit ici, et là je peux être d'accord avec ce qu'ils disent, nous avons des agents qui, par habitude, il faut le reconnaître, qui par habitude utilisent des méthodes qui sont des méthodes dépassées, des méthodes inappropriées, disproportionnées, et ensuite qui pensent, parce que du fait qu'ils sont agents exerçant dans le cadre d'un service ou d'une mission particulière, peuvent tout se permettre. La loi ne le dit pas, la loi ne leur permet même pas. Et c'est à ce niveau qu'il faut justement, lui qui dit qu'il n'y a pas eu de photo, il faut quand même aussi agir avec beaucoup de prudence. Pendant qu'il y a une investigation, le procureur de la République ne rend pas compte ou ne fait pas étalage du niveau de l'enquête et n'affiche pas de manière publique ceux qui sont concernés par cette enquête. Seulement parce que, comme on l'a dit, il y a des responsabilités, mais ces responsabilités-là sont proportionnelles à celui qui agit. Donc, une fois que cela va être fait, les médias et les autres sont libres de donner l'information selon que les conclusions de l'enquête leur ont permis. Ce qu'il faut condamner avec une grande fermeté, c'est effectivement aujourd'hui que nous avons des agents qui sont sous-formés et la dernière fois, nous parlions sur ce plateau des crimes économiques. Mais oui, quand vous n'avez pas la possibilité de procéder à des enquêtes minutieuses sur le transfert de fonds, sur comment est-ce qu'un bijou pourrait se vendre. Donc, vous passez naturellement à la torture dans l'espoir que celui qui aura commis l'acte avoue lui-même son forfait et vous déroule le chrono qu'il a utilisé pour s'approprier un bien qui n'est pas le sien. Donc, il faut aujourd'hui, puisque nous avons des écoles d'état-major, je vois régulièrement, on sort des promotions d'officiers de police, il faut que ces officiers de police judiciaire soient bien formés et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas, eux, à l'abri des éventuelles poursuites. Sous l'ancien régime, c'était peut-être possible, mais aujourd'hui, avec la volonté qui est celle du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Ludingema, et l'opinion nationale, c'est-à-dire l'opinion citoyenne de plus en plus affirmée, il n'y a plus de possibilité de cacher une information. Parce que quel que soit le format, que vous soyez civil ou militaire, tout le monde a des parents. Donc tout le monde a une forme, a un soutien moral et les gens voudraient bien savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'on fait état du décès d'un de leurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte différent et les choses se feront différemment que par le passé. On a écouté le communiqué en début de l'émission du ministère de la Défense nationale. Allons suivre celui du procureur de la République près le tribunal de Libreville. Ensuite, on revient derrière pour poursuivre l'émission. Dans le souci d'éclairer l'opinion nationale et de garantir l'état de droit, le parquet de la République informe de la survenue d'un incident
de plus au sein de nos forces armées. En effet, dans la journée du samedi 21 décembre 2024, nous étions informés de la présence d'un corps sans vie présentant des signes de torture au sein de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba du PK9. Des informations recueillies, il apparaît qu'il s'agit du second maître nommé Bunda Johan, qui aurait trouvé la mort dans des circonstances tragiques après avoir été violemment pris à partie, sans aucune forme de procès, par des individus en raison d'une accusation de vol présumé qui aurait eu lieu chez son supérieur hiérarchique. Ces faits, d'une extrême gravité, s'ils sont établis, constitueraient à n'en point douter une violation flagrante des droits fondamentaux garantis par notre Constitution et les conventions internationales auxquelles la République gabonaise est partie. À la suite des exactions commises il y a quelques semaines sur plusieurs compatriotes, rasés de façon humiliante du fait de la violation par eux des heures du couvre-feu, il paraît inadmissible que les représentants de l'ordre, garants de la discipline et de la justice, puissent se rendre coupables d'actes aussi barbares, violant ainsi les fondements même de notre société et de nos institutions. Ainsi, le procureur de la République, en sa qualité de garant de l'ordre public, a requis l'ouverture d'une enquête afin que les responsables de ces actes abominables, quel que soit leur rang ou fonction, soient identifiés, poursuivis et traduits devant les juridictions compétentes. Au nom du parquet de la République, je tiens à rappeler fermement que nul n'est au-dessus de la loi. Toute tentative de dissimuler la vérité et de mettre en lumière des velléités corporatistes tendant à détourner l'enquête sera traitée comme une entrave à l'action de la justice. Et les auteurs seront poursuivis avec la plus grande sévérité. Il appartient donc à tous et à chacun d'unir nos forces contre toute forme de violence afin de préserver la dignité et l'intégrité de nos institutions. Nous ne le dirons jamais assez, force reste et restera à la loi. Je vous remercie. Voilà le communiqué donc du parquet, du procureur de la République, Ghislain Guizet, un communiqué dont la clarté ne souffre d'aucune contestation, dont le procureur qui appelle à ce qu'il y ait une véritable symbiose entre la hiérarchie militaire et l'appareil judiciaire, notamment pour pouvoir faire la lumière sur ces tristes décès du second maître Johan Bunda. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que ces actes qui sont isolés mais qui se répètent ne deviennent une forme de cancer qui va véritablement gangréner la société gabonaise, dont on reconnaît évidemment l'importance et le rôle majeur joué par l'armée dans notre pays, mais il est clairement établi qu'il faut mettre fin à cette spirale infernale. Oui, le communiqué du procureur est assez clair, mais en même temps, je peux rester dubitatif face à celui-ci. Vous savez, chez nous, on dit qu'un pied qui s'est fait mordre par un serpent a généralement peur d'une ficelle dans le noir. C'est pour dire que les communiqués de cette nature, nous les avons souvent écoutés. Ce n'est pas le premier et ce ne sera certainement pas le dernier. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été menées après la diffusion d'un tel communiqué et qui sont restées sans suite jusque-là. Je pense que le peuple gabonais dans son entièreté attend effectivement le procureur au pied du mur afin que lumière soit faite. Déjà qu'à l'entame du communiqué, j'ai bien voulu, pour ma part, que le procureur martèle que M. Johan Bunda a été torturé par des militaires et non par des individus.
Parce que la précision vaut son pesant d'or. Nous devons savoir que ce dernier a été torturé par ses frères d'armes et non par des individus. Parce que quand on dit individu, ça peut porter à confusion, alors que nous savons dans quelles conditions ce garçon s'est retrouvé à l'hôpital militaire. Et quand on retrouve un corps sans vie à l'hôpital militaire, sans aucune autre information au préalable, est-ce que l'intention de départ était la dissimulation de l'information? On peut se poser un certain nombre de questions. Donc, c'est bien le communiqué, mais nous attendons la suite pour que lumière soit véritablement faite. Parce qu'il est question de savoir une chose. Aujourd'hui, on parle de 8 individus qui sont détenus, qui sont en garde à vue. Mais ces individus-là, moi je pense que ce sont des exécutants. Des donneurs d'ordre sont où? Est-ce que les donneurs d'ordre ne doivent pas... Monsieur Nguizé, n'exagérez pas. Saisir les forces de sécurité parce que vous avez été volé ne veut pas dire que vous avez ordonné que quelqu'un soit mis à mort. Vous avez terminé? Oui. Je peux me permettre? Je m'interroge comme Il vous faut être aussi. élégant, il ne faut pas m'interrompre à chaque fois. Parce que Donc j'ai dit, parler de donneurs ces d'ordre, derniers sont des exécutants. Parce qu'il y a quand même, on a la possibilité de saisir quelqu'un pour des nécessités d'enquête. La personne peut être mise à garde à vue. Alors, nous savons que ce qui est arrivé, c'est à la suite d'une déclaration de vol, d'une annonce de vol de bijoux, entre griffes. Mais en dehors de ceux qui ont commis l'acte, qui a donné l'instruction? Ça, c'est l'enquête qui nous le dira. Je l'ai dit dans l'émission, aucune responsabilité pour le moment n'est établie par rapport à cette affaire. Donc, ceux qui ont été appréhendés au domicile du chef d'état-major des forces armées nationales l'ont été, comme d'autres Gabonais auraient pu l'être aussi. Et la procédure est souvent la même. Après, la responsabilité au niveau du B2, ben, l'enquête nous dira qu'est-ce qui s'est passé réellement par rapport à cette situation qui a amené à ce que le second maître Yohan Bunda finalement décède des suites d'une torture dans les locaux de la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire. Marcel Libama, dans le communiqué du procureur de la République, il a fait référence également aux conventions signées par le Gabon sur le plan international en matière de respect des libertés fondamentales et des droits humains. Vous en connaissez un bout sur ces questions-là. Aujourd'hui, ce genre de dérapage, de situation fort regrettable, vient jeter le discrédit sur tous les efforts qui sont faits par les autorités gabonaises en matière de respect des droits de l'homme. Exactement. Notre pays est champion pour signer les conventions sur le plan international et à l'intérieur ne fait absolument rien. Vous prenez le cas de la torture. Nous sommes partants dans cette convention-là qui interdit la torture. Mais en réalité, elle existe. Je vous donne un exemple parallèle. C'est l'éducation nationale. Les châtiments corporels sont interdits. Moi, je suis encadreur pédagogique. Quand je vais dans une salle de classe et je vois qu'il y a les fils de courant dans une salle de classe chez un enseignant, qu'est-ce que je fais? Je demande d'enlever ces fils de courant. Ça n'a pas lieu d'être dans la salle de classe. Mais je laisse. Et j'apprends qu'un élève a été blessé par ces fils. Je suis aussi responsable. Bien entendu, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on doit faire aussi au niveau des inspections de ces lieux. Lorsqu'on voit des objets qui ne doivent pas être là, être présents, c'est pour faire quoi à l'intérieur? C'est pour torturer les gens. Donc, il faut s'en débarrasser. Et depuis qu'on s'est arrivé au pouvoir, il y a une espèce de une confusion ou un mélange de genres. Les gens les mieux formés, les OPJ les mieux formés, c'est la gendarmerie nationale. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la GR. Or, vous remarquez maintenant que les services de sécurité intérieure sont maintenant assurés par les militaires. Vous avez l'affaire récemment de Pianga, là où les gens de la GR sont retrouvés à son domicile. C'est le travail des policiers. Nous sommes arrivés, j'ai vu même comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense venir évoquer les problèmes de sécurité intérieure. En France, ce n'est pas du domaine du ministre de la Défense. Les questions de sécurité intérieure, c'est le ministre de... Il y en a aussi en France. Il y en a aussi en France. Le ministre de en France. Donc j'ai envie de dire, regardez un peu les images. Vous voyez maintenant que les militaires, les sapeurs-pompiers, les marins et autres font le travail des policiers et des gendarmes alors qu'ils n'ont ni la compétence ni la formation pour le faire. Donc il faut essayer un peu que chacun essaie d'être dans sa spécialisation. Parce que la transition a l'air d'être un fourre-tout. Je ne sais pas si vous avez été déjà contrôlé dans la nuit.
Bien sûr, je suis un Gabonais comme tous les autres. Mais il y a une manière de faire. On est formé pour ça. Un contrôle. Oui, Or, la manière dont nous sommes contrôlés. Oui, mais- Non, je vous assure, ça n'honore pas nos forces de défense et de sécurité. Non, Regardez, mais il faut quand même relativiser. Il faut relativiser parce que... Je ne tel que- relativise- Non, je non, ne- Marcel Ibama. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Il faut relativiser ces dérapages observés. Là, on est en train de parler... il y en de a mort d'homme. trop. Le problème, c'est qu'il y en a Ces trop maintenant déra- ces temps-ci. Ces dérapages, on est en train de parler parce qu'il y a mort d'homme. Mais on ne va pas dire que... On dit que c'est une seule dent pourrie qui peut faire... Mais non, non, c'est pas n'importe quel homme. C'est un homme qui s'est engagé pour donner sa vie, pour défendre la patrie. Je suis d'accord. On vous Il devait mourir, pas dans les geôles, pas par la torture. C'est quelqu'un qui devait mourir en train de défendre, en train de protéger le territoire national, en train de protéger les biens de notre pays. Mais il meurt. Pascal Koulou, le problème, et justement on l'a dit, il y a plusieurs, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'armée gabonaise dans sa globalité, dans sa généralité, évidemment, se rend coupable d'actes de torture sur les populations. Ce n'est pas vrai du tout. C'est une pratique courante. C'est une pratique courante. Tous les jours on torture au Gabon. Tous les jours, je vous assure, tous les jours il y a la torture. Marcel Ibama. Par contre, ce qui est fort regrettable, c'est que ces actes-là, ces actes isolés soient-ils, se multiplient. Et c'est ça le problème en fait. Tout à fait. On peut, parce qu'il est quand même bon de ne pas couvrir de propre toute notre armée. Non, je n'ai pas dit ça. Dans Mais chaque, justement, c'est ce que je dans voulais chaque corps dire. d'armée, il y a des sections. Ces sections renvoient à des spécialités. Vous savez, si vous êtes à l'armée de l'air, vous êtes pilote d'hélicoptère, on ne vous enverra pas faire des investigations, on ne vous enverra pas faire certaines missions parce qu'elles ne répondent pas à votre profil. Je crois qu'il en est de même pour la plupart des autres corps, notamment ceux qui sont dévoués à la défense de l'intérêt de sécurité aux frontières et à l'intérieur de la nation, mais également ceux qui sont consacrés aux enquêtes sensibles. Malheureusement, je suis d'accord qu'il y a une sorte de mélange parce que quelquefois, ces corps étant des corps très sensibles, ont en leur possession une manne importante d'argent. Et chaque agent qui fournit un certain nombre, apporte un certain nombre de situations en termes d'information ou en termes d'enquête Faut le aboutie, chiffre, le se chiffre. voit régulièrement pour récompenser par ce qu'ils appellent la récompense liée au BR, donc au bulletin de renseignement. Ça crée évidemment une forme de dépendance et d'attrait de l'argent et des excès. C'est là la base, mais ce n'est pas le fait de toute l'armée, ce n'est pas le fait de tous les militaires, ce n'est pas le fait de tous les policiers. Certains policiers n'exercent pas dans ces services, tout comme certains gendarmes n'exercent pas dans ces services. Ce qu'il faut aujourd'hui reconnaître et dénoncer, c'est la mauvaise formation de certains de ces agents. Ils ne sont même pas formés, le C'est- B2. Non, je parle de attendez, mauvaise attendez. formation. Non, ils ne sont pas formés. Comment ça, ils ne sont pas formés? Mais bien sûr, c'est un des aveux quand le président vous arrache le dossier pour donner à la gendarmerie. C'est pour dire que la gendarmerie est meilleure que vous. C'est un des aveux. Mais bien sûr, Pour mais bien revenir sûr. à la déclaration du procureur de la République, Bien sûr. ce qui est important, c'est que on voit bien qu'il y a une évolution, à la fois dans les procédures d'investigation, mais également dans le rendu qui est fait sur le plan public. Le procureur de la République reprécise bien que tous ceux qui sont concernés par cette affaire, peu importe leur grade et leur fonction, seront répondants au niveau de la loi. Donc ça, je le dis pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toujours avancer en ne regardant que le rétroviseur. Il faut parfois se dire, le fait même de rendre publique une situation, de la dénoncer, parce que même s'il y avait ces photos que nous avons eues au travers des réseaux sociaux, ont été faites par des militaires. À ce niveau-là, il n'y avait aucun civil. Pascal. Ça veut dire que même dans le cadre de ces différents services, il y en a aujourd'hui qui n'approuvent pas et qui refusent de cacher de tels faits. Donc, chacun d'entre nous, qu'on soit civil ou militaire, nous devons aujourd'hui contribuer à donner à la loi Et je vais toute sa valeur. je vais justement m'engouffrer dans la brèche que vous êtes en train d'ouvrir, Pascal Koulou, pour revenir vers Marcel Ibama, pour dire, vous êtes du corps de l'enseignement, de l'éducation nationale. Dieu seul sait qu'il y a plusieurs travers qui sont dénoncés au sein du système éducatif gabonais. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous êtes déjà rendu coupable une fois de ce qu'on appelle les moyennes sexuellement transmissibles en tant qu'enseignant? Non, mais pas du tout. Mais voilà, Mais est-ce pas du tout. que, mais voilà, est-ce que ça veut dire Non. que, mais non, mais parce que même vous êtes en train de- le racket. vous êtes en train de généraliser. Absolument pas. Mais voilà, Absolument pas. Donc, il y a des Les enseignants. exposer à 1000 Non, francs. il non, y a, non, donc non, non, s'il il est là. y a dans tout le Non, mais il n'y a pas de ne transformez pas ce que j'ai non, eu à dire. je ne- J'ai pas les services du B2. Précisément, c'est pas toute l'armée. Bah, Et voilà. bon, quand vous prenez tous les, je prends un à un, prenez tous les, la plupart des responsables du B2. Non, aucune sont arrivés là, non. C'est pas les gens qui étaient dans le service matériel.
de servir de la mécanisation et autres, et se retrouvent à la tête. Ce n'est pas le cas de la gendarmerie. Je vous assure que tous les militaires gabonais le savent, que la meilleure école en formation d'OPJ, c'est la gendarmerie nationale. Les gendarmes sont plus outillés en matière de sécurité intérieure que les agents de la GER, que les agents de l'armée de terre, de la marine et autres. Mais le dire, c'est une réalité. C'est un désaveu quand le président vous enlève un dossier pour remettre un autre service plus compétent que le vôtre. Ça veut tout dire. Nous sommes même beaucoup de Gabonais à penser que le B2, c'est une police politique. Et beaucoup de Gabonais qui sont passés par là, appellent même à supprimer cette milice, cette police. Elle échappe même, je vous assure, au procureur de la République. Le procureur de la République connaît les géoles de la PJ, connaît les géoles de tous les services, mais au niveau du B2, c'est une bouteille. Donc, on ne sait pas ce qui s'y passe là-bas. On ne peut pas garder dans un pays en démocratie un tel lieu. Ghislain Guizet, un tel lieu doit disparaître. Ghislain Guizet, on est dans un processus de restauration, on l'a dit, du Gabon. Aujourd'hui, il est plus qu'important, à la lumière de cette triste affaire relative donc au décès du second maître Yohan Bunda, qu'il y ait des refontes, des réformes en profondeur au sein des forces armées gabonaises afin de pouvoir mettre un terme à ces genres de déviations constatées. Mais c'est ce que toute la population gabonaise souhaite. Vous savez, et sur votre plateau, j'ai pour habitude de vous dire que le ver est dans le fruit du céteri. Le mal du céteri est dans son intérieur. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement l'organisation du dernier concours qui devait se dérouler. Le dernier recrutement dans les forces de l'ordre et de sécurité. Quand vous voyez la manière dont les choses ont été faites, vous comprenez que les gens ne veulent pas sortir des habitudes qui ont mis ce pays au sol. Et nous ne pouvons pas continuer avec ce format. Moi, je dis ceci. Il est plus que temps que le président de la République se saisisse véritablement des enjeux. Il faut se débarrasser de toute la pourriture. Et la pourriture dans notre pays, il y en a partout, que ce soit chez les civils, comme dans les corps habillés. S'il ne le fait pas, c'est lui qui va plomber parce que le problème, il est entier. Ghislain Guizet, merci pour votre conclusion. Pascal Koulou, rapidement, 30 Oui, secondes. disons que notre société a, de par son long vécu dans les travers de tout ce qui fait l'ordre et qui établit l'harmonie dans les sociétés, aujourd'hui nous en payons le prix. C'est d'autant plus évident qu'on note des changements importants, on note une volonté différente de ce qui se faisait avant. Je crois que cette mentalité citoyenne doit être entretenue et nourrie, cette volonté d'être à la fois ceux qui opèrent des micro-révolutions, ceux qui se positionnent en donneurs d'alerte, ceux qui se positionnent comme obstacle à toute forme d'incivisme, doit nous habiter pour que dorénavant nous ayons un État convenable, une République qui soit le rempart de tout le monde, où la loi est la même pour tout le monde. Merci Pascal Koulou. Marcel Ibama. Moi, je me réjouis, lors de la signature, de la promulgation de la Constitution, de voir le président de la République reprendre plus ou moins mes termes. Et c'est la seule partie du discours qui a été très applaudie du président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit aux Gabonais? Que cette nouvelle République, il faut changer les visages et les méthodes. Parce que ces visages et ces méthodes sont maintenant surannés. Il faut les changer. Et ces visages aussi, on les veut aussi, de nouveaux visages dans l'armée, dans nos forces de défense et de sécurité. Des nouvelles méthodes aussi. Hein? Parce qu'il faudrait aussi qu'on apprenne la gestion démocratique des foules. Parce que la réponse n'est pas la force. Il faut aussi que nos militaires soient formés par des méthodes psychologiques. Il faudrait aussi que nous ayons aussi des laboratoires scientifiques. Au lieu de bastonner les gens, les tuer par les preuves scientifiques, on peut arriver à déterminer l'ADN et autres des voleurs et les arrêter. Donc c'est cette invite-là, hein, passée par le chef de l'État, très applaudi d'ailleurs, qui devait être mise en musique dans notre pays. Merci beaucoup Marcel Libaba, merci Ghislain Guizet, merci également à vous Pascal Koulou d'être passé sur le plateau de Ligne de Bière afin de faire un décryptage sur cette actualité en rapport avec ce triste décès du second maître Yohan Bunda. On reviendra sur cette actualité dans nos prochaines émissions. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.